Bonjour professeur Jarraud. Bonjour. Vous êtes chef du service de médecine néonatale donc de l'hôpital de Port-Royal à Paris. Et avec vous, on va parler des enjeux majeurs de la prise en charge immédiate des bébés extrêmement prématurés. D'abord, ma première question, c'est de savoir à partir de quel terme on peut envisager la réanimation. Alors, je ne sais pas s'il faut donner un chiffre, c'est un peu complexe. En gros, il est possible, en tout cas, d'essayer de réanimer à partir de 22 semaines. Ça, c'est la biologie qui nous le dit. Ensuite, il y a des choix, il y a des pratiques qui sont différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, en tout cas sur la dernière étude Épipage 2, il n'y avait pas de réanimation avant 24 semaines, alors qu'il y a beaucoup de pays où on réanime à 23 semaines et même quelques-uns à partir de 22 semaines. Donc, c'est pas à partir de... C'est quand est-ce qu'on veut le faire. Je crois surtout qu'il faut arrêter de se fixer sur le terme, c'est-à-dire que le terme, c'est un chiffre. Alors évidemment, on aime bien les chiffres, mais la réalité du terme, c'est que quand un obstétricien annonce un terme à 24 semaines sur l'échographie précoce, et ben ce terme, c'est plus ou moins 5 jours. C'est-à-dire que c'est peut-être un bébé à 23 plus 2, ou peut-être un bébé à 24 plus 5. C'est complètement différent en termes de pronostic, donc ça change les choses. Donc je crois qu'il faut prendre en compte le terme, mais d'autres facteurs, le poids estimé, qui là aussi peut varier d'ailleurs de 10 ou 15%, l'éventuelle association à des infections, les états, le rythme, la gémellité, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans le pronostic de ces enfants extrêmement prématurés. Et puis ensuite, il faut discuter sur le pronostic qu'on peut proposer pour un enfant donné, et surtout discuter avec les parents, parce que évidemment la prise en charge de ces extrêmes prématurés, qui sont à la fois au risque de mortalité et puis de séquelles à long terme, eh bien, leur prise en charge doit être décidée avec les familles, avec les couples. C'est évidemment la chose la plus importante. C'est une prise de décision difficile et avec beaucoup d'enjeux éthiques. On ne va pas avoir le temps aujourd'hui d'entrer dans les détails de cette question parce qu'il faudrait vraiment y consacrer du temps. Donc je vais passer à ma deuxième question pour vous. Quel est le premier enjeu lors de la naissance d'un enfant extrêmement prématuré pour lui donner toutes les chances de survivre sans séquelles ? Alors je crois que la première chose à dire, c'est que c'est pas seulement la néonatologie qui est en cause, c'est des équipes obstétrico-pédiatriques. Et l'idéal pour ces enfants, c'est de naître dans des structures adaptées, ce qu'on appelle des maternités de type 3, c'est-à-dire des structures qui associent à la fois la maternité et le service de réanimation néonatale, avec des gens évidemment entraînés. Donc ça, c'est peut-être un point essentiel, parce qu'on sait que quand on est transporté, même si les SAMU sont extrêmement efficaces et extrêmement performants, quand on est transporté à la naissance et qu'on a un extrême prématuré, on a plus de risques, et en termes de mortalité, et en termes de lésions, de ce qu'on appelle de morbidité, c'est-à-dire de maladie pendant la période néonatale. Donc ça, c'est un point évidemment très important. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances en termes d'accès à ces services spécialisés. Alors, c'est organisé depuis longtemps maintenant, à travers ce qu'on appelle les réseaux de soins, c'est-à-dire que toutes les maternités travaillent en réseau et que dans chaque réseau, il y a au moins une maternité de type 3, parfois plus. Et donc, quand une famille, enfin une mère va accoucher prématurément et va accoucher d'un grand prématuré, eh bien, elle est habituellement adressée dans ce type de maternité, même si ce n'était pas là qu'elle était suivie auparavant, mais il y a ce qu'on appelle du transfert in utero, ce qui signifie que en fait, le bébé est transporté dans le ventre de sa mère jusqu'à la maternité adaptée. Et donc ça a permis des progrès considérables avec cette organisation en réseau, et aujourd'hui, on peut dire que 70 à 80% des grands prématurés, donc des moins de 32 semaines, plutôt 80%, naissent dans des maternités adaptées de type 3. En sachant qu'on ne peut pas toujours, parfois les femmes arrivent, elles sont quasiment en train d'accoucher, et qu'on ne va pas avoir le temps de transférer l'enfant, et à ce moment-là, il faudra le transférer en postnatal. Et quand l'enfant arrive, c'est quoi l'enjeu majeur quand vous le prenez en charge dans votre service ? Alors quand on le prend en charge, il faut... l'enfant prématuré est un enfant dont tous les organes sont présents, sont formés, mais ils sont immatures, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner chez un enfant à terme, par exemple. Et donc nous allons avoir à suppléer à toutes les fonctions vitales qu'assurent ces organes, le poumon, le cœur, la peau. La peau, elle assure aussi la température. Donc voilà, donc c'est des bébés qui se refroidissent très vite. Donc il faut tout prendre en charge. Donc on va
les réchauffer dans des incubateurs, hein, des couveuses, à des températures élevées pour qu'ils n'aient pas froid. On va leur donner de l'air et de l'oxygène avec différents moyens. On intube de moins en moins maintenant, mais en tout cas voilà, on va leur donner de quoi, dès le départ, de quoi se sustenter, j'allais dire, c'est-à-dire de quoi stabiliser le sucre dans le sang. Donc on va les perfuser pour leur apporter très rapidement ce qu'il leur faut comme sucre. Perfuser, ou quand ils sont moins prématurés, on peut commencer à les alimenter, mais enfin, voilà, chez les extrêmes prématurés, le premier jour, en général, ils sont perfusés. On va éventuellement soutenir la tension si la pression artérielle diminue. On va assurer la suppléance de ces organes immatures et donc, de fait de cette immaturité, plutôt défaillants. Voilà. Et vous venez de nous l'expliquer, c'est assez technique hein, de réanimer un bébé. J'imagine qu'il y a un vrai enjeu de savoir-faire des équipes soignantes. Alors j'ai coutume de dire que je pense que l'enjeu principal, certes il faut des médecins qui connaissent un peu le métier, il est dans l'équipe paramédicale, c'est-à-dire les infirmières et les infirmières puéricultrices de ces équipes sont extrêmement compétentes et elles tiennent dans leurs mains l'avenir de ces enfants. Évidemment, il ne faut pas que les médecins prescrivent n'importe quoi, on est bien d'accord, mais néanmoins, ce sont elles qui sont au plus près des enfants, les surveillent, les observent, appellent quand il y a un problème qui leur semble anormal, etc. Donc il faut un personnel extrêmement bien formé, ce qui n'est pas forcément facile à trouver. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, dans les écoles d'infirmières, il n'y a même plus de module de pédiatrie. Alors la néonatologie, j'en parle même pas. Donc il faut des infirmières Alors quand elles sont puéricultrices, elles ont fait 1 an d'études en plus, donc elles connaissent un peu mieux. Et puis ensuite, quand elles arrivent dans le service, eh ben, il va falloir les former, au départ les tutorer pendant quelques mois ou 2 mois. Et puis ensuite, il faut savoir qu'une infirmière ou une infirmière puéricultrice dans ce type de service, elle est très efficace au bout d'un temps certain et qu'on peut évaluer aux alentours de 1 ou 2 ans. C'est donc un vrai enjeu et on n'a pas forcément... on a parfois du mal à trouver du personnel. Et puis il n'y a pas que les infirmières, hein, il y a aussi les auxiliaires de puériculture qui aident les infirmières qui prennent soin des enfants. Voilà. Et puis il y a toute une équipe, hein, il y a des psychologues, des assistantes sociales, il y a beaucoup de monde qui est autour de ces enfants et chacun d'entre eux a un rôle essentiel pour que cet enfant puisse se développer le mieux possible et ensuite se développer ultérieurement dans des conditions normales. Et le matériel de réanimation, il est aussi très spécifique, j'imagine. On doit s'adapter un peu à cette physiologie du bébé. Tout à fait, en tout cas pour les plus petits, qui sont, disons, entre 500 et 750 grammes, il faut évidemment du matériel très adapté, des cathéters, ce qu'on appelle des tuyaux qui vont jusqu'au cœur, extrêmement fins. Il faut des masques pour apporter de l'oxygène qui soient tout petits. Il faut des électrodes, par exemple, les électrodes qu'on met pour le scope, ce qu'on appelle le scope, le monitoring cardiaque, qui soient adaptés à la taille de l'enfant et surtout qui n'arrachent pas la peau. Il faut des électrodes spéciales. Tout ça, c'est du matériel effectivement particulier pour ces extrêmes prématurés. Et vous parliez de la difficulté d'avoir assez de soignants pour pouvoir avoir une équipe complète, mais c'est aussi un métier où on a des grandes satisfactions, j'imagine, ces équipes-là, dans vos équipes. Oui, d'abord, ce sont des équipes souvent très solidaires et avec un personnel très engagé, hein, vraiment. Et puis, tout le monde, médecins comme soignantes, comme infirmières, tout le monde est content quand on revoit les enfants qui sont sortis depuis plusieurs mois ou plusieurs années, puisqu'on les suit pendant plusieurs années, et qui reviennent, et de voir que finalement, le travail certes été difficile, mais en valait le jeu. Je reviens sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le grand enjeu, l'immaturité des organes d'un enfant prématuré. Quels sont les organes qui ne sont pas matures et qu'est-ce qu'on met en place pour les aider à se développer ? Alors, je crois que tous les organes sont immatures, et à commencer par la peau. La peau d'un prématuré, elle est extrêmement fine, il y a très très peu de couches de ce qu'on appelle des kératinocytes, et ça signifie que d'une part, ils perdent de la chaleur, ils perdent énormément d'eau, et surtout qu'elle s'arrache très très vite, donc il faut des sparadraps spéciaux, il faut des tas de choses. Alors la peau, ensuite, il y a tout le reste, hein, les poumons qui sont immatures, parce que
À ce terme-là, les enfants ne sont pas censés respirer. Bon, le cœur fonctionne, mais dans des conditions qui sont plus compliquées pour lui. Et puis, le cerveau est très immature. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas bien, mais ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'on n'aille pas créer des lésions parce qu'on intervient dans une période de très grande croissance cérébrale, de très grand développement cérébral, et que tout ce qui peut déstabiliser l'ensemble du corps peut retentir sur le cerveau. Donc tout cela intervient. Et est-ce qu'on peut donner en prévention, quand on sait qu'il va y avoir une naissance prématurée, quelque chose pour aider à la maturation des organes? Alors on peut donner ce qu'on appelle les corticoïdes, c'est-à-dire des dérivés de la cortisone, que l'on donne aux mères à risque d'accouchement prématuré, ce qui a pour mérite essentiel de diminuer de moitié le risque de maladie respiratoire du prématuré qu'on appelle la maladie des membres myalines, mais qui diminue aussi la mortalité et les risques de complications autres, cérébrales ou digestives. Donc ça, c'est évidemment un point essentiel. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut essayer de naître, si c'est possible, faire naître dans des maternités de type 3, avec des équipes entraînées qui sont présentes, bien évidemment, avant la naissance pour accueillir l'enfant. Et puis, il faut ensuite essayer de faire son travail le mieux possible, parce que quand on travaille bien, on crée moins de désordre et de lésions. Pour les poumons, tout à l'heure vous parliez de délivrer de l'air, éventuellement additionné d'oxygène. Vous disiez que maintenant on n'intubait plus les bébés, c'est ça ou Alors, pour suppléer une fonction respiratoire, il y a plusieurs possibilités. La plus connue, ou celle qui était, on peut dire qu'elle est sortie récemment avec le Covid, c'est d'intuber les patients, c'est-à-dire de leur mettre un tube dans la trachée et qui va délivrer un mélange d'air et d'oxygène à certaines pressions, à certains volumes, pour assurer la fonction respiratoire que le patient ne peut plus assurer parce que soit son poumon est malade, soit lui-même d'ailleurs ne peut pas respirer. Alors ça, c'est ce qu'on faisait beaucoup avant, et les nouveau-nés grands prématurés étaient quasiment tous intubés à la naissance. Voilà. Alors on est parti sur quelque chose de beaucoup moins invasif, d'ailleurs ça s'appelle non-invasif. Ce sont des supports de ventilation par voie nasale ou par un masque, c'est-à-dire qu'on ne met plus un tube jusque dans la trachée, on met un masque sur le nez qui apporte à une certaine pression de l'air et de l'oxygène. Et chez des enfants qui ont été préparés par la corticothérapie, ça permet effectivement d'éviter les intubations. Ça a été un progrès tout à fait conséquent. Aujourd'hui, dans une unité comme celle dont j'ai la responsabilité, où on a potentiellement 30 lits pour ventiler des patients, ils sont souvent ventilés, mais il n'y en a que quelques-uns qui sont intubés. Donc c'est vraiment un progrès considérable, parce que ça limite les lésions pulmonaires qui elles-mêmes peuvent entraîner des maladies résiduelles, notamment ce qu'on appelle la dysplasie bronchopulmonaire, langage un peu barbare, pour dire que les enfants respirent un petit peu moins bien à long terme. Voilà. Et dans les poumons, il manque aussi, je crois, une substance qui permet leur bon fonctionnement. Alors, il manque effectivement un produit qu'on appelle le surfactant. Le surfactant, c'est un produit que nous avons tous dans nos poumons qui permet de maintenir nos poumons ouverts quand on a fini de notre expiration. On inspire, on expire, et à chaque fois, le poumon reste ouvert. Et ce produit, il n'est pas présent chez les prématurés, tout simplement parce que normalement, à 25 ou 26 semaines, on n'a pas besoin de respirer tout seul. Donc, il apparaît plus tardivement dans la grossesse. Et c'est ce qu'on fait quand on donne des corticoïdes. En fait, on fait accélérer la maturation de ce produit. Et si les enfants sont encore malades du fait de ce déficit en surfactant, on peut en fait leur en donner directement dans les poumons, ce qui permet en fait de remplacer ce qui n'est pas présent et en général permet une guérison assez spectaculaire. Et pour le cerveau, vous avez dit qu'il était aussi sous haute surveillance. C'est quoi les risques au niveau cérébral pour l'enfant prématuré? Alors, il y a deux types de lésions. Là, on rentre dans des mots encore plus barbares. Ce qu'on appelle les hémorragies intraventriculaires. Donc, il y a des ventricules au milieu du cerveau, c'est-à-dire des cavités, en fait, dans lesquelles il y a du liquide céphalorachidien, donc de l'eau. Et ça peut saigner dans les ventricules. C'est pas forcément grave, c'est même très fréquent et c'est souvent sans conséquence. Et puis parfois, il y a des formes plus graves qui peuvent entraîner des lésions à long terme, voire compromettre la vie. Et puis les autres types de lésions, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les leucomalacies périventriculaires. C'est très barbare. C'est en fait une atteinte d'une zone qu'on appelle la substance blanche. C'est un mécanisme assez complexe et l'atteinte de cette zone peut entraîner notamment des troubles moteurs.
Alors ça, c'est une fois que c'est là, on ne peut pas le réparer en sachant que le cerveau est très plastique. C'est une petite zone atteinte ne va pas forcément donner des conséquences sur le long terme. Et donc, tout notre travail, c'est en étant le plus efficace possible dans la prise en charge de ces enfants dès le départ, en maintenant la température, en les oxygénant suffisamment, en maintenant la pression artérielle, et bien c'est que ces lésions ne se produisent pas. À part les complications cérébrales, le bébé il peut être confronté à quels autres types de complications? Alors, il peut y avoir des complications respiratoires, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est une maladie en fait résiduelle qui touche essentiellement les grands et les extrêmes prématurés et qui fait qu'ils ont besoin d'un petit support respiratoire plus longtemps que les autres, soit d'oxygène, soit d'une machine qui apporte de la pression. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la dysplasie bronchopulmonaire. Il peut y avoir des complications digestives. Il y a une maladie potentiellement grave qu'on appelle l'entérocolite ulcéro-nécrosante, qui peut amener à une chirurgie en urgence. Il y a les complications infectieuses, qui sont vraiment des complications importantes et fréquentes. Malheureusement, ces enfants-là se défendent très mal contre toutes les infections et s'infectent avec n'importe quel microbe qui, nous, ne nous infecterait pas. Ça, c'est une là. Il peut y avoir des complications cérébrales, ça on les a vues. Il peut y avoir des complications ophtalmologiques avec ce qu'on appelle la rétinopathie du prématuré, c'est-à-dire que les enfants qui ont eu trop d'oxygène, c'est pas trop maintenant, c'est hyper contrôlé maintenant, mais malheureusement de temps en temps, il ne suffit pas beaucoup, peuvent avoir une atteinte de la rétine qui se révélera plusieurs semaines après la naissance et qui peut justifier d'ailleurs de traitements notamment par laser. Et ça, c'est les complications. L'alimentation aussi, c'est un aspect spécifique de la réa néonate. Comment on nourrit un enfant qui, vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas un système digestif mature? Alors, c'est compliqué. La première chose à faire, c'est que de toute manière, il faut qu'on lui apporte ce qu'il faut pour grossir, en tout cas pour se stabiliser, puis pour grossir, c'est-à-dire de l'eau, des protéines, du sucre, des graisses, du sodium, du potassium, etc. Tout ça. Donc ça, on va l'apporter au départ chez ces extrêmes prématurés, majoritairement dans les veines directement, à travers ce qu'on appelle un cathéter central, c'est-à-dire un petit tuyau qui va jusque dans la veine cave et qui permet d'apporter tout ce qu'il faut. Et puis parallèlement, on va commencer à lui donner à manger directement dans le tube digestif, donc dans l'estomac en fait, par une sonde gastrique, parce que ces enfants-là ne peuvent pas, ils ont la succion mais ils ne sont pas capables d'avaler, donc c'est compliqué. Donc on va le donner par la sonde gastrique et on va commencer par des toutes petites quantités. Au départ on donne 1 millilitre 8 fois par jour, puis si ça se passe bien, on passe à 2 millilitres 8 fois par jour. Donc c'est très peu, hein. 1 millilitre voilà, c'est extrêmement peu, et on va progressivement augmenter ce qu'on donne dans le tube digestif, diminuer du coup ce qu'on donne directement dans les veines, et au final, au bout de quelques jours, quelques semaines, lorsqu'il a tout ce qu'il lui faut par le tube digestif, on retire les cathéters et l'enfant va pouvoir manger. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti d'affaire sur le plan digestif. Et ce qu'on met dans la sonde, le lait, c'est le lait maternel. D'où vient ce lait? Alors, ce lait, c'est au tout départ, parce que la maman n'a pas encore tiré beaucoup de lait, donc au tout départ, on donne le colostrum, hein, qui est le premier lait que produit la maman. Mais ça, c'est très très peu. Et ensuite, on va lui demander de tirer son lait. Et dans l'attente qu'on ait suffisamment de lait de la maman, on va donner du lait de lactarium, c'est-à-dire du lait de banque de lait. Ce sont d'autres mamans qui ont donné, soit des mamans d'enfants à terme qui ont beaucoup de lait, qui en donnent. Les lactariums vont chercher le lait. Et je ne peux faire que de la publicité pour que les mamans donnent leur lait. Et parfois, c'est des mamans de bébés prématurés qui ont très bien tiré leur lait, qui ont beaucoup tiré de lait, et puis du coup qui en donnent un petit peu au lactarium dans ces conditions-là. C'est absolument fondamental. On ne peut donner que ce lait-là chez ces enfants grands prématurés, et jusqu'à pendant plusieurs semaines. Donc, c'est essentiel, c'est ce qu'il y a de meilleur pour eux, ça contient ce qu'il faut, y compris pour se défendre contre les infections, c'est ce qui est le plus digeste, et donc c'est vraiment ça qu'il faut leur donner, et ça c'est très important qu'on ait des banques de lait en France, qui ont parfois du mal à recruter des femmes, donc encore une fois j'insiste pour qu'il y ait du don de lait, et c'est crucial pour ces enfants. Et après, au bout d'un certain temps, si les mamans tirent leur lait, évidemment, on arrête de prendre du lait de banque de lait, mais on donne le lait de la maman. Donc, on explique aux mamans comment tirer le lait, qui ensuite va être pasteurisé et puis ensuite donné au bébé.
Donc là, on a parlé de tous les enjeux techniques de la réanimation, mais l'enjeu humain dans votre métier, il est tout aussi important pour le développement de l'enfant. Comment vous accompagnez les parents qui sont au chevet, entre guillemets, de leur enfant? Je crois que ça a été dit plusieurs fois avant moi, donc je ne vais pas tout reprendre. Et par Fabienne Cotru, et par Véronique Pierrat, et par Charlotte Bouvard, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que si on veut que ces enfants puissent se développer dans les conditions les meilleures, il faut certes suppléer aux défaillances vitales, mais il faut aussi que l'attachement parent-enfant se fasse, que cette relation parent-enfant se mette en place, que ces parents prennent confiance dans leur enfant aussi, tout simplement. Hein. Et ça, c'est un travail d'équipe essentiel qui fait à la fois intervenir les médecins. Par exemple, tous les parents ont un médecin référent qu'ils voient à peu près une fois par semaine, qui est toujours le même, qui leur donne les nouvelles. Ils peuvent les voir plus, évidemment, si c'est nécessaire. Il y a les infirmières et les puéricultrices qui sont extrêmement importantes pour montrer aux parents. Je crois qu'on en a parlé dans les soins de développement, et puis voilà. Il y a les psychologues, on en avait une tout à l'heure. Les psychologues sont absolument essentiels, et peut-être que ça fait partie des choses que je dis aux parents quand je les vois pour la première fois. Je dis, vous allez avoir besoin d'aller voir la psychologue. Bon, après, ils en font ce qu'ils veulent, mais voilà. Et puis, il y a d'autres, par exemple l'assistante sociale, celle qui permet, les mamans d'enfants prématurés ont un congé maternité qui est rallongé de la prématurité, en fait. Et donc, il faut que tous leurs droits leur soient expliqués sur ce plan-là. Donc, c'est vraiment toute une équipe qui inclut tout le monde, qui travaille dans ce but-là, dans ce but que cette relation parent-enfant s'établisse au mieux, ou en tout cas au moins mal. Il y a quelque chose qui est très difficile pour les parents de prématurés, c'est de voir leurs enfants souffrir pendant ces soins parfois. Comment on prend en charge cette douleur? Quels sont les moyens? Alors, on est évidemment extrêmement attentif à ça. C'est compliqué, évidemment. On ne peut pas avoir une échelle de douleur comme on fait chez les adultes en disant entre 1 et 10, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le principe, c'est qu'on a des échelles de douleur adaptées au nouveau-né, c'est-à-dire que l'observation du nouveau-né permet de savoir s'il a mal, si tel geste lui fait mal, s'il a mal de base, s'il est plus agité. Bon, donc, c'est des grilles de douleur relativement complexes. Et ensuite, on utilise les antidouleurs qu'on utilise aussi chez l'adulte, c'est-à-dire qu'on donne au minimum du paracétamol, du Doliprane, comme vous voulez, on donne de la morphine, on donne, voilà, tout ça est pris en compte, en sachant que c'est compliqué de manier ces produits chez des tout petits bébés, qu'il ne faut pas les garder endormis pendant 3 mois, parce que sinon ils ne vont pas s'éveiller à l'extérieur. Donc tout ça est complexe, mais évidemment il y a une attention très importante portée à ce qui peut être douloureux chez l'enfant, y compris aux soins douloureux, et donc à l'utilisation. Alors il y a d'autres, en dehors des médicaments, il y a aussi d'autres moyens. On peut leur faire boire un petit peu d'une solution de sucre assez concentrée, on peut boire la tétine, on peut les cocooner. Il y a plein de possibilités d'essayer d'atténuer cette douleur ou de l'arrêter complètement. Et là, on a vu, au vu des compétences requises et de la durée d'hospitalisation en réa néonate, il y a forcément des gros enjeux économiques derrière la prématurité. Quels sont-ils? Combien ça coûte une hospitalisation? Alors, ça coûte très cher. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un problème, en tout cas l'extrême prématurité, c'est un problème de pays riches. Il y a malheureusement, et c'est la majeure partie des pays, où on ne peut pas prendre en charge cela parce que ça a un coût trop important. Pour vous donner une idée, mais c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire quand un enfant est hospitalisé, il y a une somme forfaitaire en fonction de son terme, de son poids, des maladies qu'il a eues qui est versée à l'hôpital. Et puis par exemple, s'il est dans un secteur de réanimation, il y a un forfait réanimation qui est de pas loin de 1 000 € par jour. Voilà. Quand ensuite il passe aux soins intensifs, c'est de l'ordre de 500 € par jour. Donc ça finit par faire des sommes assez conséquentes. On a la chance d'être dans un pays où il y a des assurances sociales, où tout le monde peut être pris en charge. Et donc, évidemment, c'est pris en charge. Mais encore une fois, c'est des problèmes de pays riches. Voilà. On va passer aux questions des internautes. J'ai une première question qui me demande, est-ce qu'il existe des formations supplémentaires pour compléter la formation initiale, IDE ou PDE, en dehors de la formation sur le terrain? Alors,
une fois que alors il y a la formation puéricultrice, qui est donc sur des infirmières qui sont dédiées aux enfants. Donc ça, c'est une formation qui est un an supplémentaire par rapport aux formations d'infirmières. Il n'y a pas à proprement parler de spécialisation sur la néonatologie, mais il y a un certain nombre de diplômes d'université qui abordent les divers problèmes de la prise en charge de ces enfants et qui peuvent être ouverts, bien sûr, aux soignantes. Une deuxième question, lorsque les parents décident de cesser les soins, que font les équipes de soins et comment se prennent les décisions médicales? Bon, c'est une petite question, on a dit que c'était un peu compliqué de l'aborder aujourd'hui. Je vous laisse maître de répondre ou pas. Je crois que les choses sont évidemment complexes. D'abord, ce n'est pas les parents qui décident ou les médecins qui décident. Non, ce n'est pas comme ça, c'est toujours quelque chose de co-construit. La question se pose malheureusement de manière non rare de la légitimité de la poursuite de soins de réanimation, qui sont potentiellement d'ailleurs des soins douloureux, compte tenu de l'avenir ou à long terme, mais parfois à court terme. Parfois on se dit, mais de toute manière, on ne va pas y arriver, donc c'est peut-être pas la peine de poursuivre. Et donc tout cela est expliqué aux parents et discuté avec eux, et en général, on arrive à... Alors c'est discuté d'abord en équipe, ce qu'on appelle en réunion collégiale, ça c'est la loi Leonetti qui l'impose, avec un médecin extérieur, avec l'ensemble de l'équipe médicale, une partie des infirmières, la psychologue, voilà, qui sont là. On en discute, on se dit quelle est la solution la moins mauvaise, parce que la meilleure, on ne l'a pas toujours. Et puis ensuite, on va discuter avec les parents, leur disant, voilà les solutions possibles, notamment le fait de potentiellement arrêter les soins de réanimation. On n'arrête pas les soins. Les soins, on passe les enfants ce qu'on appelle en soins palliatifs, donc il y a toujours des soins qui sont faits de confort. Il est hors de question de ne rien faire, mais de se dire c'est peut-être plus utile de continuer à ventiler lourdement ou à soutenir la tension avec des moyens extraordinaires, alors qu'en fait on sait que l'avenir à court terme est peut-être très compromis, et s'il n'est pas à court terme, éventuellement sur le moyen ou le long terme. C'est toujours compliqué. J'imagine. Dans le contexte actuel du Covid-19, comment accueillez-vous les parents d'enfants nés prématurément? Alors nous, on les accueille, c'est-à-dire que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le Covid-19 n'atteint pas... Les bébés ne naissent pas avec le Covid-19. Il y a eu quelques cas décrits de transmission, ce qu'on appelle pendant la grossesse, transplacentaire, mais c'est très rare. Globalement, quand la mère est Covid, les enfants ne naissent pas avec le Covid. Alors ensuite, et ça c'est le côté obstétrical, si l'enfant n'a pas besoin d'être hospitalisé, il reste avec sa maman, ici il est à terme, et il reste avec sa maman dans sa chambre avec un certain nombre de mesures qui sont prises. Si l'enfant a besoin d'être hospitalisé, soit parce qu'il est prématuré par exemple et qu'il est malade, soit parce que d'ailleurs sa mère est très malade et part dans des secteurs de réanimation, etc. À ce moment-là, on le prend dans les services de néonatologie. Et chez nous, en tout cas, on laisse les parents rentrer, sous réserve évidemment qu'ils soient pas symptomatiques et éventuellement Covid négatifs. Alors pour les mères qui sont encore hospitalisées, on fait un parcours particulier pour qu'elles puissent venir voir leur bébé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, les nouveau-nés, même quand ils attrapent le Covid, ce qui peut arriver s'ils ont un entourage où il y a du Covid, en fait, ils ne sont pas très malades. Il n'y a pas eu de forme grave de décrite. Professeur Jarreau, merci beaucoup. Merci beaucoup.